Bien, merci beaucoup. Merci aussi aux organisateurs de m'avoir proposé de faire cette intervention. Effectivement, alors pour être plus précis, effectivement dans le sous-titre, c'est marqué je vais vous faire le bilan de 11 ans d'études en agroforesterie viticole dans le département de l'Hérault. Mais le projet agroforestier est beaucoup plus ancien que ça, puisqu'il a à peu près 20 ans. Et la plantation agroforestière, comme je vais vous le présenter, a été faite en 96-97. Donc ça fait beaucoup plus qu'11 ans. Mais nous, on a travaillé tous les ans depuis la première année de production, c'est-à-dire depuis 2000. Et c'est un peu la synthèse de tous ces résultats que je vais vous présenter. Alors, je ne vais pas trop épiloguer sur l'historique de l'agroforesterie viticole, puisque Alain en a beaucoup mieux parlé que moi. De toute façon, c'est le cœur de son métier, c'est pas du tout le mien. Juste pour appuyer un peu le clou, dire que l'agroforesterie, c'est pas un sujet unique. On va plutôt parler d'agroforesterie avec un S. Et là, simplement 3 images pour illustrer. Une image en haut à gauche qui se trouve dans le Saint-Chignanais, donc dans le pays héroltais, dans les montagnes héroltaises, avec des très anciens oliviers qui sont en arbre isolé au milieu de la parcelle de vigne. Même on peut se demander comment l'agriculteur travaille sur cette parcelle parce que les arbres sont dans l'interrang. En haut à droite, c'est un paysage portugais de la vallée du Douro. Et en bas, c'est un paysage italien qui reprend les techniques ancestrales de conduite agroforestière viticole avec les arbres qui servaient de tuteurs pour la vigne. Alors ça, c'est une version relativement lisible de l'agroforesterie, contrairement à la photo qui a été présentée par Alain tout à l'heure, où on avait les vignes qui grimpaient sur les arbres tout en hauteur. Là, la vigne est conduite horizontalement sur des branches menées horizontalement. Donc tout ça pour dire que l'agroforesterie, c'est une définition qui est relativement complexe aujourd'hui, mais dans une vision un peu moderne des choses, et notamment dans un objectif de mécanisation, on a souvent limité l'agroforesterie, surtout aujourd'hui, à sa définition d'arbres intraparcellaires plantés en haie. Et le premier domaine qui a été conduit pour étudier un peu ces interactions entre une plantation forestière intraparcellaire et une culture, ça a été fait sous l'égide de l'INRA, de Christian Duprat, de l'équipe système de l'INRA de Montpellier, qui, avec le concours du Conseil général qui avait justement un domaine qu'il souhaitait un peu valoriser, a décidé de mettre en place une expérimentation grandeur réelle, à l'échelle d'une exploitation agricole quasiment, sur un domaine départemental. Donc c'est le domaine qu'on appelle le domaine de Restinclières, qui se situe au nord de Montpellier, et qui, globalement, est divisé en 2 grandes parties. Une partie au nord, ici, qui est fait de sols superficiels, des sols de garrigue. Ça a été gagné sur la forêt, sur la forêt haute des pins d'Alep. Donc c'est la partie viticole. Et la partie sud, qui est une partie agroforestière aussi. Alors j'ai plus de souris, c'est pas grave. Là voilà. La partie sud, avec des sols profonds, des sols alluviaux, qui sont consacrés à l'étude des associations agroforestières entre des plantes annuelles et des arbres, essentiellement des noyers. Alors vous voyez que sur l'ensemble du domaine, on a 53 hectares plantés en agroforesterie et 7 hectares de vignes en 8 parcelles. Alors on va faire un petit zoom sur la partie viticole. Alors vous voyez ici toute la partie viticole, les 8 parcelles, avec essentiellement 2 essences d'arbres qui sont étudiées, qui sont le cormier, qui a été choisi pour sa haute valeur ajoutée en bois d'œuvre, et puis pour sa particulièrement bonne adaptation aux conditions pédoclimatiques locales. Et le pin pignon qui a été choisi, lui, au contraire, parce qu'on estimait que c'était un arbre qui non seulement était bien adapté localement, mais qui en plus risquait d'induire les plus fortes concurrences, que ce soit pour la lumière, que ce soit pour les éléments minéraux, voire provoquer des toxicités par ces tanins. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus loin, mais le pin pignon, ça n'a pas du tout été choisi dans un but de valorisation économique derrière. Dans un premier temps, c'était vraiment dans un but d'expérimentation. Après, on a donc d'autres essences qui ont été choisies. Alors, les cyprès, par exemple, ont été choisis notamment parce que c'est un arbre qui provoque beaucoup d'ombre. Donc c'est pour ça qu'il a été planté sur une seule des parcelles du réseau. Et puis on a un autre pin ici en B10, qui est le pin brussia, qui est une sous-espèce du pin d'Alep. Je donnerai quelques résultats très superficiellement qu'on a obtenus sur cette parcelle, parce que c'est celle sur laquelle finalement on a le plus travaillé.
Alors, ce domaine étant construit comme un domaine d'expérimentation, tout a été construit pour faire de l'expérimentation. Donc, faut se replacer quand même dans le contexte d'il y a 20 ans, hein, où on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est vrai on partait vraiment de rien, pratiquement. Mis à part les systèmes traditionnels qui, dans une agriculture moderne, sont difficilement envisageables. Donc, on a deux densités de plantations agroforestières qui ont été envisagées. Une plantation extensive. Dans les deux cas, les rangs d'arbres sont plantés à 15 mètres les uns des autres, hein. Simplement, ce qui change, c'est que dans une plantation qu'on appelait extensive, on avait un rang d'arbres qui remplaçait deux rangs de vignes, donc 3,75 m entre le premier rang d'arbres et le premier rang de vigne. Et la plantation intensive, un rang d'arbres remplace un rang de vigne. Donc vous imaginez quand même que ça fait une cohabitation assez intime entre les deux plantes qui sont des plantes pérennes et qui ont été plantées en même temps. Ça veut dire que la concurrence s'est installée dès le début. On n'est pas dans le système où on va planter une vigne sous un chêne, par exemple, comme ça a été évoqué, ni dans le système où on va arracher un rang de vigne pour mettre des arbres au milieu, qui peut inverser le sens des concurrences. Avec tout ça, comme c'est un dispositif expérimental, nous avions des témoins forestiers, où il n'y a que des arbres, et des témoins viticoles, où il n'y a pas d'arbres. Alors pour reprendre un peu tout ce qu'on a fait, nous, depuis le début, très rapidement, en 2000, donc, on a fait nos premières études et on s'est focalisé sur une parcelle de Cormier avec Syrah et Grenache. Pourquoi cette parcelle? Pour la bonne raison qu'il y avait tout dessus. Il y avait toutes les densités de plantation. Il y avait un seul arbre, hein, c'était le cormier, mais il y avait les deux cépages, puisque nous on travaille du côté vigne, donc ça nous intéressait de ce côté-là. Donc c'était la parcelle sur laquelle on s'est focalisé. On a fait des fosses, on a regardé les systèmes racinaires, on a fait les premières études agronomiques. Bon, on a fait ça pendant 4 ans, vaillamment, et sans avoir aucun résultat. Enfin, disons, c'est ce qu'on dit, on dit toujours qu'on n'a pas de résultat, mais quand on n'observe pas de différence, c'est déjà un résultat. Donc c'était notre résultat, mais c'est toujours un peu décevant quand on attend, on se dit mais quand même, il va bien se passer quelque chose. Et l'agriculteur nous a dit non, mais là vous travaillez sur une parcelle, il ne se passe rien. Venez donc voir ma parcelle de Pin-Brussia, parce que là c'est la catastrophe. Et effectivement, la parcelle de Pin-Brussia, donc c'est la sous-espèce de pin d'Alep dont je vous parlais, là effectivement la vigne elle n'était pas jojo. Et on a commencé à travailler sur cette parcelle-là. Alors, on a travaillé, c'est-à-dire que nous, avec les moyens qu'on avait, c'était surtout de l'observation. Donc on a fait de l'observation, études de vendange, études de taille, etc. On a fait des comptages racinaires pour se rendre compte qu'on avait des présences racinaires jusqu'à 8 mètres des rangs d'arbres, sur un sol qui faisait 30 cm de profondeur, du caillou en dessous, plus ou moins fissuré. Donc vous imaginez quand même que la zone à se partager entre la vigne et l'arbre était quand même assez limitée. Donc on s'est dit, il y a un problème de compétition, donc on va faire un cerclage racinaire. Donc on a fait un cerclage racinaire, il ne s'est rien passé. On a continué à travailler, on s'est dit peut-être que ça viendra à long terme. Alors en parallèle, ne reculant devant aucun protocole farfelu, on a fait des essais d'ombrage artificiel avec la pose d'une ombrière pour voir quel était l'impact de l'ombre potentiellement provoqué par des arbres à terme, parce que pour l'instant ils sont quand même pas très développés au point de faire de l'ombre sur tous les rangs de vigne. Quel était l'effet d'un ombrage artificiel sur le fonctionnement de la vigne? On a fait ça pendant 2 ans. Pour vous dire, parce que comme je présente pas les résultats ici, pour vous dire simplement, cet essai a mené à 2 années très contradictoires. Une année où finalement, avec ou sans ombrage, on n'avait aucune différence, et l'autre année plus sèche, où l'ombrage a été plutôt positif sur le fonctionnement physiologique de la vigne, où on avait une meilleure gestion de la consommation en eau, et très probablement par le fait que l'ombrage a permis de limiter la surface foliaire assez tôt, assez précocement, et donc à la vigne de mieux utiliser l'eau qu'elle avait à sa disposition, ou qu'elle n'avait pas. Ensuite, donc 2010-2011, c'est surtout là-dessus que je vais présenter, c'est surtout ça que je vais vous présenter juste après. On a fait le bilan sur l'ensemble du domaine viticole. Comme on est sur un domaine qui est gagné sur la garrigue par des friches, c'est un domaine où les sols sont très hétérogènes, donc on a une variabilité intraparcellaire qui est énorme. Et pour essayer de compenser cette variabilité intraparcellaire, je me suis dit, faut essayer de travailler à l'échelle du domaine plutôt que de travailler à l'échelle de la parcelle, parce que là, on a des barres d'erreur qui sont énormes. Donc, on a fait un gros travail sur l'ensemble du domaine viticole où on a essayé d'avoir une réponse un peu plus globale. Et pour rester sur le travail,
rester sur la parcelle de Pimbrussia, donc qui nous avait posé problème et qui nous pose toujours des problèmes. On a fait un abattage l'année dernière, un abattage d'un Pimbrussia sur 2 par bloc, et on s'est rendu compte que dès que les arbres ont été abattus, la vigne a repris un peu du poil de la bête. Donc là, on peut plutôt imaginer un problème d'allélopathie provoqué par les pins, qui ont décidé d'éliminer toute concurrence par les armes chimiques. Et bon, par conséquent, effectivement, on échappe un peu à certaines conséquences, enfin, on échappe un peu aux conclusions que je vais vous présenter, qui sont plutôt positives dans ce cas particulier, mais c'est vraiment un cas très très spécial. Donc voilà un peu en illustration les différentes méthodes qu'on a pu mettre en œuvre. Donc vous voyez les fosses avec la profondeur du sol maximale qu'on a pu atteindre sur la parcelle. Hein. Vous imaginez donc le contexte, l'ombrière en bas à gauche, et puis les Pimbrussia avant et après abattage. Alors sur le domaine, donc pour faire le bilan des 11 ans de vendange, sur l'ensemble du domaine, on a vendangé et taillé une souche sur 5 sur toutes les parcelles du domaine, enfin essentiellement cormier et pignon. Après, les résultats que je vais vous présenter, ce que j'appelle une modalité, c'est un rang. C'est-à-dire, je l'ai symbolisé par sa distance au rang d'arbre, puisqu'on a 2 densités de plantation. On a fait des mesures de l'éclairement par des photos hémisphériques, donc, dont vous voyez une illustration ici. On a fait des analyses simples sur chacune des modalités, donc sucre, acidité, pH, poids des baies, plus l'azote assimilable dans les jus. Et enfin, on a mesuré estimé la contrainte hydrique par des méthodes simplifiées, que ce soit le suivi de la croissance ou le rapport isotopique du carbone, ce qu'on vous a présenté ce matin sous le nom de delta C13. Alors voilà les résultats. Tous les résultats, je vais vous les présenter. Il y a 3 pages de résultats comme ça, avec des histogrammes qui chaque fois reprennent l'essence avec l'orientation des rangs. Et puis ici, donc les rangs d'arbres qui sont symbolisés par des arbres, comme c'est original. Et ici, la distance au rang d'arbre en fonction de son orientation. Donc, quand il y a 5 bars, c'est qu'on est en haute densité de plantation, donc avec un rang d'arbre qui remplace un rang de vigne. Et quand il n'y a que 4 bars, c'est la faible densité. Quand il n'y a pas de résultat, c'est qu'on n'a pas la configuration sur le domaine. Donc ici, c'est l'éclairement du rang de vigne. Malgré le faible développement des arbres, puisqu'on n'en est qu'à 15 ans de développement, on en attend pour les cormiers, on attend 40 ans. Les pignons, on ne sait pas trop combien de temps on va attendre, mais enfin, on compte plutôt sur 30 ans. On a déjà un effet d'ombrage qui est perceptible, évidemment, mais ça c'est de l'astronomie plus que de l'agronomie. Quand les rangs sont orientés nord-sud, on a plus d'interception par les rangs d'arbres que quand les rangs sont orientés est-ouest. Et ça c'est pareil, on redécouvre un peu l'eau tiède. Les cyprès interceptent beaucoup plus la lumière que les autres arbres, particulièrement les cormiers, qui sont des arbres à feuillage assez léger. Pour la récolte, c'est quand même ça qui intéresse les agriculteurs, parce que souvent, ce qu'on nous oppose quand même par rapport à l'agroforesterie, c'est oui, mais moi je vais perdre de la récolte. Alors, si on exclut le fait qu'on a enlevé des rangs de vignes pour mettre des rangs d'arbres, qui effectivement grève un peu le rendement à la parcelle, l'effet sur la récolte est perceptible sur les rangs les plus proches des arbres, mais par contre, c'est pas une généralité. Alors là, vous avez des barres qui dansent un petit peu. Il faut savoir que j'ai un très très fort écart type que je n'ai pas représenté du tout sur les graphiques parce que ça deviendrait illisible. Mais on a une très très forte variabilité, bien qu'on ait travaillé à l'échelle du domaine. Et si bien que, effectivement, on voit un effet qui est relativement perceptible en haute densité, que ce soit pour les cormiers en est-ouest, les pignons en est-ouest, ou les cormiers en nord-sud, on voit très nettement un effet de concurrence. Après, pour les autres, c'est un peu moins net. Donc c'est ce qui nous a conduit à la conclusion qu'a présentée tout à l'heure Alain, comme quoi au-delà de 4 mètres de distance, les concurrences se faisaient déjà nettement moins sentir, notamment sur la production. Par rapport à la vigueur, qui est un deuxième indicateur de fonctionnement et d'interaction entre la vigne et les arbres, on obtient à peu près les mêmes types de résultats, avec de toute façon un effet de concurrence essentiellement sur les rangs les plus proches des arbres. Et l'essence, dans ce cas-là, a très peu d'impact. Alors, je présente ici les résultats de teneur en azote assimilable dans les mous, parce que c'est finalement le seul facteur qu'on a trouvé explicatif de ces différences qu'on a pu observer sur le comportement agronomique des vignes. Tout ce qui est paramètres hydriques qu'on a pu mesurer, finalement,
On n'observe pas de concurrence hydrique précoce, pas de concurrence hydrique tardive. Par contre, le seul facteur qu'on trouve à notre connaissance, on n'a pas tout fouillé évidemment, comme un facteur explicatif, ça serait la teneur assimilable dans les mous. Et on rejoint les conclusions qui sont déjà obtenues en enherbement notamment, où la concurrence azotée est finalement un facteur qui peut être beaucoup plus limitant que la concurrence hydrique en cas de cohabitation de la vigne avec une autre espèce. Donc voilà les résultats, les trois résultats que je vous ai pas présentés graphiquement, où on n'a quasiment pas de contrainte hydrique précoce induite par les arbres, pas de contrainte hydrique tardive non plus, et un effet d'ombrage qui peut être probablement favorable lorsqu'on a des sécheresses qui sont prolongées. Pour faire la synthèse un peu de toutes ces observations, on a une concurrence azotée qui s'exprime essentiellement à haute densité et qui se fait ressentir sur la vigueur et sur la récolte. On n'a plus d'impact à 5 mètres des arbres. Je dis 5 mètres pour prendre de l'assurance. Ce qui est sûr, c'est qu'à 4 mètres, la concurrence est déjà limitée. Et l'effet ombrage est donc limité, voire positif, ce qui peut donc aller dans le sens de l'agroforesterie viticole. Mais malheureusement, on est toujours confronté, nous, à ce problème d'hétérogénéité du domaine qui nous empêche d'avoir des conclusions complètement affirmatives, en tout cas statistiquement affirmatives. Alors, tous ces travaux sur l'agroforesterie, ils sont très intéressants. On est dans un contexte on a la chance d'avoir ce domaine pour travailler. Et aujourd'hui, c'est ça qui soulève un peu des questions. Quand on pose la question de l'agroforesterie à des viticulteurs du Languedoc-Roussillon, ça a été fait dans le cadre d'une enquête, ils sont intéressés, mais avec des objectifs précis. Soit un objectif paysager, donc c'est un peu l'objet de cette session, soit un objectif de lutte biologique contre les ravageurs. Ça, c'est la demande de la profession. Alors, le problème, c'est qu'on n'a aujourd'hui aucune information sur ces sujets-là. Enfin, sur l'objectif paysager, effectivement, le problème de l'objectif paysager, c'est qu'on est incapable de quantifier la plus-value d'un gain paysager. Donc, c'est un peu le souci. Par contre, c'est vrai que ceux qui sont convaincus par l'agroforesterie, ils se lancent là-dedans, et c'est essentiellement l'objectif paysager qui est leur premier moteur. Ensuite, notre souci, c'est qu'on n'a pas de résultats dans les sols profonds, et c'est pourtant là que les viticulteurs sont les plus intéressés pour installer de l'agroforesterie. Donc c'est vrai que nous, on est un peu à la recherche de références à acquérir en sol profond. Voilà, c'est fini. Et donc, on n'a aucune référence sur la plus-value de l'agroforesterie viticole par rapport à l'économie d'intrants, c'est-à-dire l'hébergement d'auxiliaires. Il y a quelques travaux qui ont été menés en acarologie qui ont montré un effet positif. Par contre, par rapport à la valorisation économique du produit par l'image, donc en marketing, ou par rapport à un rôle de culture en bio, ça, on n'a aucune référence aujourd'hui. Et voilà, et donc après, toujours la question de l'effet positif de l'ombrage. Et je remercie tous ces gens-là qui ont participé et qui participent encore aux travaux qui sont menés sur le domaine. Merci.